Bonjour à toutes et à tous, top départ pour les épreuves du baccalauréat avec aujourd'hui la philo. On va corriger ensemble l'épreuve de la filière générale avec Laurent Paillet-Chevalier, vous êtes professeur de philosophie dans les Yvelines. Bonjour Laurent. Bonjour. On va vous donner des pistes, des propositions de plans et les erreurs qu'il fallait éviter. Le but c'est vraiment de vous aiguiller sur les attentes de l'épreuve et pas de vous donner un plan tout fait parce qu'en philo, il n'y a pas qu'une seule interprétation. Exactement. On commence avec le premier sujet de disserte qui était notre avenir dépend-il de la technique? Alors Laurent, est-ce qu'on peut commencer par donner un petit peu les pièges, les difficultés du sujet? Alors, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au verbe dépendre. Dépendre peut avoir trois sens. Alors, le premier sens, c'est à votre discrétion. Souvent dans la vie ordinaire, on dit ça dépend de lui, il fait ce qu'il veut. Deuxième sens de dépendre, c'est la nécessité. Quand quelque chose dépend de quelqu'un, c'est qu'on est contraint, on est obligé d'être en quelque sorte soumis à l'autre. Et puis le sens latin, qui nous vient d'un tout petit peu plus loin, dépendre, prendre depuis. Donc déjà que ces trois significations, on peut déjà donner des sens différents au sujet. L'autre point d'attention, c'est le mot technique. Alors souvent, on pense que la technique, ce n'est simplement que le maniement d'un outil. Mais la technique, c'est un tout petit peu plus que cela. La technique, c'est le rapport à la chose, la manière d'utiliser la chose. Mais ce n'est pas tout à fait un savoir-faire. Un savoir-faire, c'est celui qui par habitude, qui à force de répétition sait faire. La technique, c'est le bon geste, la manière de faire. Je pense qu'il faut penser à celui qui jongle. C'est le rapport au bal qui lui permet de jongler. Et tout ça, est-ce qu'on le définit dans l'intro, ces termes, on donne des synonymes, on explique bien ça dans l'introduction? Exactement. Alors là, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tous les termes soient définis dans l'introduction. Et on cherche, comme dit mon ami Nicolas de Cuse, un vieux philosophe du Moyen-Âge, à faire la coïncidence des contraires. C'est ça, problématiser. C'est-à-dire tenir ensemble deux significations du sujet. Le sujet dit à la fois ceci et zut, il dit à la fois cela. Comment je tiens les deux en même temps? Et justement, pour tenir les deux en même temps, il va falloir donner un plan. Est-ce que vous avez des idées de plan? J'imagine un plan dialectique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors souvent, toujours un plan dialectique, puisqu'on suit la logique du sujet. D'abord, notre avenir dépend-il de la technique? Si on entend dépendre au sens là de c'est à votre discrétion, ça dépend de lui, il fait en quelque sorte comme il veut. Notre avenir dépend-il de la technique signifie tout simplement, est-ce que mon avenir dépend d'une certaine manière de faire? Et là, on peut penser aux stoïciens. Il y a la technique de la maîtrise de soi. Et l'avenir va dépendre de cette technique que je vais déployer. Peut-être que je vais le mettre au tableau, ce sera peut-être plus évident comme ça. Le premier moment, c'est le verbe du sujet, le verbe dépendre. On pourrait dire, au sens là bien sûr, stoïcien. Donc en cela, est-ce que ça dépend de nous? Deuxième sens alors du verbe dépendre qu'on pourrait utiliser pour contredire un peu, pour aller dans l'autre sens, le sens de la nécessité. Ça dépend de lui, mais là on a une difficulté. Parce que regardons bien le sujet, je prends mes feuilles pour bien l'avoir sous les yeux. Est-ce que notre avenir dépend de la technique? C'est-à-dire, est-ce que notre avenir dépend au sens de la soumission de la technique? Mais là on a un problème puisque l'avenir c'est vivant. On parle de notre avenir, de ma vie. La technique, c'est un processus artificiel. Alors on a un conflit. Est-ce que ça veut dire qu'on va soumettre la vie à la technique? Soumettre la vie à l'artificiel? Donc dépendre au sens de la nécessité. Pose une difficulté. Et on pense à Michel Henry, dans La Barbarie, où il explique justement que la technique qui suit son propre rythme finit par dominer la vie elle-même et empêcher tout avenir. Alors dans un grand 3, pour dépasser cette tension entre une technique que je maîtrise, où je donne, où je fais mon avenir par la maîtrise, et une technique qui, par la question de la nécessité, où je dépends d'elle, nie peut-être ce qui vient à moi, l'avenir, et m'empêche de vivre. Troisième solution, dépendre du latin. Prendre depuis. On pense alors très simplement à l'acte de prendre depuis. Hop, je prends là sur l'étagère. Mais ce que je prends est bien le fruit d'une technique, c'est-à-dire la réalisation de l'esprit de quelqu'un.
Et mon esprit va se saisir à son tour de ce que l'autre a produit. Autrement dit, notre avenir dépend-il de la technique? Bien évidemment, mais avec de la liberté. Je suis capable de saisir l'objet que l'autre a produit pour pouvoir à mon tour produire. Et donc mon avenir va s'inscrire dans la technique produite par l'autre, mais je suis libre là de produire mon avenir sur la technique de l'autre. Et bien sûr là, on pense à notre ami Hegel, pour qui les objets du quotidien, les objets ordinaires sont des réalisations de l'esprit. Vous avez cité Hegel, vous avez cité Henry. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou autrices qu'on pouvait mobiliser? Souvent, quand on pense à la technique, on pense au mythe de Prométhée avec Platon. Bien évidemment. C'était une bonne idée de citer ça? Excellente idée. C'est une très très bonne idée parce que justement, dans le mythe de Prométhée, on reçoit le dieu, c'est dans les traditions grecques, le dieu donne le feu, etc. Donc oui, c'est une excellente idée. On peut parler aussi de Rousseau, peut-être, avec la différence entre l'état de nature et l'état de culture. C'est extrêmement brillant puisque justement, la question est de savoir si ma nature, d'où dépend mon avenir, ou si justement, il faut produire un monde, produire une société par la technique pour avoir un avenir. Et j'imagine qu'il y a des candidats qui vont être peut-être tentés avec ce sujet de parler de l'intelligence artificielle. C'est une bonne idée, c'est un peu dangereux? C'est une bonne idée. Alors, avec modération. Il ne faut jamais confondre l'exemple et l'argument. On peut très bien, sur le déploiement de la technique, en citant par exemple Michel Henry ou d'autres, on peut très bien développer l'IA, mais toujours comme un exemple et non pas comme un argument. Très bien, parfait. On passe au second sujet de disserte? Partons sur la vérité. Parfait. Alors, cette fois-ci, c'était la vérité est-elle toujours convaincante? Là aussi, j'imagine qu'il y a certains mots auxquels il fallait faire attention. Il faut faire attention toujours au sujet. Attention à la manière de dire les choses. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, mais la manière de le dire. Et là, il y a une petite expression toujours convaincante. Alors souvent, quand on voit toujours, on l'oppose à jamais. Toujours, jamais. Ce n'est pas forcément la bonne idée. Puisque là, il y a une expression française, toujours convaincante, toujours aimant, toujours désirant. L'expression dit quelque chose. Bien sûr, convaincre, c'est par la raison, donner ou aider la personne à donner son assentiment, bien évidemment. Mais toujours convaincant, ce serait l'idée de dire, pensons à l'expression toujours aimant, toujours voulant. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit qu'en réalité, la chose, dès qu'elle se manifeste à moi, provoque en moi cette adhésion. Et là, cela nous renvoie à la question de la vérité. Quelle peut être donc cette forme de vérité pour que quand elle se manifeste à moi, je sois toujours, j'ai l'attitude plutôt de celui qui adhère. La vérité, là, est peut-être pensable comme un absolu, comme quelque chose qui existe déjà. Et je n'ai plus finalement qu'à la contempler. Les Grecs diraient, je n'ai plus qu'à la viser. Mais, voyez-vous, ça m'embête un petit peu. Puis, je me permets encore d'écrire, je peux? Allez-y. En écrivant les choses, parfois, ça les clarifie. Alors, donc, on disait donc dans un premier temps, tout simplement, que je fais du feutre, ouais, je l'ai mis là. On dit dans un premier temps que si on pense le toujours convaincant comme une réalité qui existe déjà, la vérité est alors pensée comme un absolu. La vérité est un absolu. Là. Mais justement, la chose, elle est toujours convaincante. L'expression est compliquée. Puisque, quand quelqu'un me dit une chose une fois, je suis convaincu. Mais s'il me la redit plusieurs fois, au bout de la 10e, je suis lassé et non pas convaincu. Et je ne suis convaincu que quand il me le dit qu'une fois. Puisque si j'ai le temps d'y penser, à la limite, je me demande ce qui n'est pas en train de m'arnaquer, celui-là. Bon. Donc, en fait, toujours convaincant présuppose peut-être une difficulté. Peut-on le dire plusieurs fois, à chaque fois, comme par répétition? Et c'est peut-être là qu'il faut faire attention entre la différence entre convaincre et persuader. Exactement. Peut-être que le fait d'asséner une vérité plusieurs fois, comme une forme de répétition, en viendrait à la persuasion et non pas à l'acte de conviction. Bien évidemment. Et donc, toujours convaincant, là, serait peut-être le piège de la vérité. Autrement dit, il existe peut-être des situations où ce qui est convaincant, ce qui est toujours convaincant, doit être écarté. On pense alors à une autre définition de vérité, cette fois-ci la vérité comme la conclusion d'un raisonnement. La vérité comme une réflexion en marche.
Claude Bernard, bien évidemment, plus connu, qui donne la technique ou la méthode en médecine expérimentale, et bien sûr Aristote, où la vérité est la conclusion d'un syllogisme. Et dans l'histoire, cela a eu lieu. Notre ami Poincaré, grand scientifique français, sur les équations de Lorentz. Je sais que les maths, c'est bientôt, mais pas aujourd'hui. Allez, un petit peu de maths quand même. Dans les équations de Lorentz, il se dit, et si l'espace et le temps étaient relatifs et non pas des constantes? Et il se dit, Poincaré, dans La valeur de la science, non, je ne peux pas y croire. Comme si ce qui était toujours convaincant empêchait la vérité scientifique d'arriver. Et donc il faut peut-être, par la vérité, par la méthode, se méfier profondément de ce qui est toujours convaincant. Douter, en quelque sorte. Et là, c'est le moment peut-être de parler du doute cartésien. Exactement. Vous mettez encore le doigt là où il faut, puisque le mot méthode, c'est le mot-clé. Je peux douter, mais si je doute sans méthode, je n'ai pas accès à la vérité. On peut ensuite, dans un troisième temps, encore, vous voyez, on voit bien la tension, hein, la vérité comme absolue, alors elle est toujours convaincante puisqu'elle se manifeste à moi, mais si c'est moi qui construis cette vérité, alors la vérité toujours convaincante, je la méfie, je la tiens à distance. Comment tenir les deux ensemble? Ou plus exactement, cela nous force à penser le point de jonction des deux, ou comment la vérité pourrait-elle être pour moi toujours convaincante. Elle l'est, puisque la vérité, c'est mon esprit qui la pense, c'est mon esprit qui la construit. Et elle est pour moi toujours convaincante. Le mot toujours là renvoie ici à l'activité de l'esprit qui sans cesse produit la vérité. Donc la vérité est toujours convaincante, parce que c'est l'esprit qui la réalise. Et en cela, j'en connais intimement les processus. C'est comme dirait notre ami Kant, quand je déploie les concepts faits par l'esprit, je n'y retrouve rien d'autre que le fonctionnement de l'esprit. Et cela me convainc. Très bien. Vous avez cité plusieurs auteurs. Est-ce qu'il y a un endroit où on pouvait peut-être parler du sophisme? Est-ce que ça s'y prêtait? Bien évidemment, bien évidemment. Alors l'année prochaine, c'est vous qui faites le corriger. Alors, bien évidemment, au niveau du grand 2, sans aucune difficulté, puisque le sophisme, ce n'est rien d'autre que celui qui donne l'apparence du raisonnement. Et donc, on peut toujours être convaincu, mais pour des mauvaises raisons. Et donc oui, le sophisme, là, fonctionnait parfaitement. On l'oppose à la méthode, en fait, du doute. Exactement. Ok, parfait. Un autre point, je pense que certains vont peut-être, avec l'actualité, être tentés de parler de l'ère de la post-vérité. Est-ce que ça s'y prête? Est-ce qu'il faut un peu se méfier des exemples d'actualité? Non, je ne crois pas que l'on puisse penser hors de son temps. Okay. On ne peut penser que dans son temps, mais là encore, il faut faire attention à bien distinguer l'exemple de la réflexion. Si un élève démontre que la post-vérité, ce n'est rien de plus que de vouloir rejeter ce qui est admis comme convaincant, sans pour autant user d'une quelconque méthode, autrement dit, rejeter, douter sans la méthode, alors oui, cela fonctionne parfaitement. Super. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour sur cette dissertation-là. On passe à l'explication de texte? Ah, l'explication de texte, avec un grand plaisir. Alors, cette année, c'était un extrait de Théorie de la justice de John Rawls. Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'est un texte auquel on pouvait s'attendre sur la thématique de la justice? Oui, alors Rawls est un auteur très classique sur la théorie de la justice. Il est peut-être aujourd'hui trop connu, même dans les circuits hors éducation nationale. Mais le texte qui est ici est un texte extrêmement intéressant puisqu'il ne reprend pas en quelque sorte les concepts courants de Rawls, mais juste un tout petit peu en amont. Ce texte a pour but d'essayer de penser l'acte politique et les limites de cet acte politique. Alors, si vous voulez, moi, je me suis permis rapidement là, de découper le texte en 3 parties. Ne soyons pas trop techniques, mais ligne 1 à 5, première partie, ligne 5 à 8, la seconde, et le reste à partir de la ligne 8. Dans le premier moment, si on regarde les verbes, être informé, affecte, favorise, proposer. L'idée de Rawls, c'est de se demander qu'est-ce que peut être une bonne activité en quelque sorte démocratique. Qu'est-ce qui peut la favoriser? Qu'est-ce que c'est que cet acte de la démocratie? Être informé. Donc, le citoyen doit être informé. Mais il doit se rendre compte, le citoyen, que les projets vont l'affecter. Autrement dit, la détermination du bien commun
du point de vue de Rawls. Ce n'est pas simplement recevoir d'en haut comme une vérité, ce n'est pas non plus la somme simple des revendications. C'est une forme de conjonction où, étant informé, je cherche ce qui est le bien à partir de l'effet de ce qui m'affecte. Et en cela, on bâtit le bien commun. Ce que John Rawls appellera, à la ligne 5, le principe de participation. Mais voilà, patatras, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Puisque cette société n'est pas simplement une société politique. Nous sommes aussi dans une société économique. Et si nous sommes tous égaux en droit, en fait, nous ne le sommes pas. Puisque certains sont plus riches que moi, c'est une évidence, et pourraient à ce moment-là profiter de ce rapport financier pour introduire un certain déséquilibre. L'enjeu du texte de John Rawls, c'est bien la tension d'une part entre le politique et d'autre part l'économie. Problème contemporain. Comment tenir à la fois la démocratie et l'économie? Comment tenir à la fois une société capitaliste et une société démocratique sans jamais que le capital ne l'emporte sur la participation démocratique? Solution de John Rawls, donc à la fin du texte, après la ligne 8, c'est d'essayer de trouver un système de compensation. Il donne un exemple très intéressant. Il est dans le pratique et il quitte le domaine du théorique. D'une part, la répartition de la propriété de la richesse, entendons par là pour éviter les monopoles de type capitaliste, et de l'autre, la subvention gouvernementale. Mais le concept qui est caché, c'est le concept d'impôt. Ce dont il est question ici, c'est de l'impôt, en tant que l'on recherche un équilibre entre la démocratie, d'une part, et d'autre part, le fait économique. Donc ce texte, je trouve extrêmement intéressant, fonctionne selon moi, pour moi, en 3 temps. Un premièrement, un constat, on pose les principes même de ce que c'est qu'une démocratie par participation, la citoyenneté. Très réalistement, on regarde la tension qu'il y a avec le monde économique et on propose une voie de résolution qui tient les deux ensemble, à la fois la démocratie et à la fois l'économie. Et ça, pour l'explication de texte, on pouvait suivre un plan linéaire, puisque ça a l'air assez clair dans le texte, ça progresse, ou valait mieux recouper autrement? Il faut toujours suivre un plan linéaire, en quelque sorte. Mais l'important pour une explication philosophique, c'est d'essayer, ce que j'ai tenté là rapidement de faire, mais nous n'avons point 4 heures, ça aurait été plaisant, mais nous ne l'avons pas, c'est d'essayer de prendre le mot et d'expliquer le mot dans le contexte du texte. Que veut dire ici informer? Que veut dire ici affect, favorise, protéger, prépondérant? Par exemple, je pense qu'un étudiant qui aurait mis en perspective à la ligne 5 protégé de la ligne 6 prépondérant aurait là montré quelque chose d'intéressant. Quelle est la logique du texte? Quels sont les concepts présents dans le texte? Et en termes de connaissances, là dans le cours, on mobilise ce qu'on a appris dans le chapitre sur la justice, sur l'État, il y a d'autres choses? Alors, de manière simple, l'explication de texte n'a besoin de rien d'autre que la capacité de lecture. Mais bien évidemment, le cours ou les problématiques évoquées en cours sur la justice, le travail, peuvent aider à saisir le problème du texte, plutôt la question. Un auteur n'écrit jamais de nulle part, il est toujours un homme de son temps. Et Rawls, on le voit que la date est un homme très contemporain, déjà dans les crises sociales après la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Laurent de vous être prêté à l'exercice, c'était très clair. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez retrouver les autres corrigés des épreuves directement sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'étudiant.fr. Et puis évidemment, retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. On vous accompagne tout au long du bac. À bientôt.